Bonjour à tous, bienvenue encore une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet, toujours lié au système Linux, parce qu'on est dans une série des exploitations liées au système d'exploitation Linux. Ok. Alors, aujourd'hui, on va parler des bibliothèques partagées sur Linux. Les bibliothèques partagées, ils sont très courants. Ils sont très courants que des programmes Linux puissent utiliser des bibliothèques d'objets partagés qu'on appelle par les SOB, les SOB. Très généralement, ces objets sont liés dynamiquement. Ok. Alors, généralement, des bibliothèques, ils contiennent des codes, un ensemble de codes compilés ou d'autres données qui permettent aux développeurs d'éviter chaque fois de réécrire certains codes pour plusieurs programmes qui doivent être exécutés sur le système. Alors, ces genres de bibliothèques, comme vous le savez, avec Windows également, on a aussi des bibliothèques qu'on appelle généralement des fichiers DLL pour ceux qui maîtrisent bien les systèmes d'exploitation. Alors, sur Linux, généralement, il existe deux types de bibliothèques sous Linux. Il y a les bibliothèques statiques et les bibliothèques statiques ont généralement des extensions .a et il y a aussi des bibliothèques qui sont liées aux objets partagés qui sont liés d'une manière dynamique. Ok. Voilà. Alors les objets dynamiques ou les bibliothèques dynamiques, pardon, ont généralement des extensions SO sur Linux. Alors, lors des compilations, parce que j'aime bien parler des concepts avant de pouvoir passer à l'exploitation, parce que ça sert à rien de pouvoir exploiter quelque chose dont vous ne connaissez pas les concepts. Ok. Alors, lors des compilations des applications ou des binaires en Linux, d'un programme, ok, les bibliothèques statiques généralement sont intégrées à celui-ci et ne peuvent plus être modifiées. Ok. En revanche, lorsqu'on utilise des bibliothèques dynamiques, ok, avec les bibliothèques dynamiques, celui-ci, ils peuvent être modifiés afin de contrôler par exemple l'exécution de ces programmes qui les appellent ou qui doivent les appeler chaque fois. Alors, il existe plusieurs méthodes d'emplacement des bibliothèques afin que le système puisse savoir là où trouver les bibliothèques d'un programme quelconque, le système doit exécuter. Ok, alors lors de la compilation, il y a ce qu'on appelle par les variables d'environnement. Ces variables d'environnement vont faire les placements des bibliothèques dans lesquelles les répertoires doivent aller se chercher des fichiers pour pouvoir utiliser ces bibliothèques-là. Bon, par défaut, généralement sur Linux, ces bibliothèques, ce sont des librairies. Ça se retrouve sur les chemins /lib, ok, ou soit USR. Si on fait USR, par exemple, lib, ok. Voilà, ce sont les différentes chemins à laquelle on va retrouver ces bibliothèques. Ou encore des répertoires qui contiennent des fichiers de configuration dans les etc ld.so.conf. Alors de plus, il y a une variable d'environnement. Ça permet, comme vous le savez, ça permet de charger une bibliothèque avant l'exécution du binaire. Les fonctions de ces bibliothèques sont alors très prioritaires par défaut. Les objets partagés sont vraiment requis pour être utilisés. Alors pour consulter, par exemple, vous pouvez utiliser l'outil ou l'utilitaire DLL, comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, ok, pour pouvoir voir la version des bibliothèques utilisées. On peut faire LDD, pardon, tirer version, ok, pour voir la version qui est utilisée. Comme vous pouvez le remarquer, c'est la version utilisée sur ces systèmes. Mais pour voir exactement les objets partagés, les différentes bibliothèques, il suffit de faire LDD /bin, donc là où se retrouve par exemple le binaire. On veut voir quelles sont les bibliothèques, ok, qui ont été chargées sur le système, qui sont utilisées par exemple pour les binaires ls. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, le binaire ls utilise ces différentes bibliothèques, ok, dynamiques pour s'exécuter normalement dans les systèmes. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les systèmes lorsqu'on doit par exemple faire une élévation
des privilèges en se basant sur le variable d'environnement. Il y a ce qu'on appelle par le L2 preload. Ok, le L2 preload, c'est une configuration généralement les administrateurs font pour par exemple faciliter l'exécution d'un binaire particulier qui l'oblige, ok, à le faire. Alors si on a par exemple, on va effacer l'écran, si on a par exemple les droits, par exemple, un administrateur Linux système qui, par exemple, va donner à un utilisateur spécifique les droits, par exemple, d'exécuter un simple binaire comme étant administrateur. Donc, c'est-à-dire, il va exécuter ces binaires-là en mode administrateur sans chaque fois, voilà, sans pourtant être un administrateur. C'est-à-dire, l'administrateur système va lui configurer dans ce qu'on appelle par le fichier sudoer. Dans le fichier sudoer, il va par exemple ajouter une ligne pour disant que l'utilisateur tel pourra exécuter par exemple les services Apache en tant que root sans pourtant être root. Ok. Alors pour le voir, on va juste saisir la commande, ok, sudo -l, ok. Alors, comme vous pouvez le remarquer ici, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc l'utilisateur qui est là, ok, avec ces noms-là, peut exécuter, ok, sur cette machine, ok, la commande OpenSSL, ok, en tant que root, sans pouvoir être root, ok. C'est-à-dire que l'administrateur lui a octroyé quand même le droit des supériorités d'exécuter cette commande, ok, qui est le OpenSSL. En étant un utilisateur normal, comme étant root. Ok. Voilà. Alors, une autre indice pour pouvoir voir que la partie librairie, chargement personnalisé des librairies du système a été personnalisé. Il suffit juste de voir cet indice. C'est-à-dire que cet utilisateur, normalement, il est censé exécuter son binaire en chargeant, ok, en utilisant le LD preload pour charger une bibliothèque personnalisée à laquelle peut-être lui-même il aurait dit peut-être charger dans les systèmes. Alors la première des choses est pour injecter du code malveillant au niveau de cette librairie. Alors la première des choses à faire, on serait censé de créer un fichier, ok, à laquelle on va injecter du code malveillant. Par la suite, on va les compiler en GCC pour étant avoir une sortie des fichiers, des bibliothèques, ok, c'est-à-dire du fichier .so. Donc, en première ligne, on va créer un fichier en langage C, ok. On va l'appeler exploit.c, ok. On va injecter ces codes-là, on va mettre ces codes, ok. Donc, ça veut dire quoi? On va faire le onset environment, on va charger, on va initialiser cette valeur, ok, sur notre environnement, ok, de chargement personnalisé des bibliothèques qui s'appelle par les LD preload. Et puis on va faire les sets, on va initialiser également cette valeur-là, les sets UID, les sets UID sur ces fichiers-là pour exécuter cette commande, ok, qui est le binbash-p pour avoir directement l'échelle comme étant root. Alors on va enregistrer en quittant avec la commande CTRL-X. On va enregistrer notre fichier. Ok, une fois fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va compiler notre fichier en langage C avec cette option, ok, avec cette option-là, comme étant, ce sera un fichier avec une librairie partagée. On va ajouter cette option-là et via la sortie, on va également garder le même nom, mais ça sera un fichier SO en sortie. Ok, voilà. Donc, le fichier original, c'est notre fichier en langage C. Ok, voilà. On va ajouter l'option no start files. Ok. Voilà. Une fois notre fichier est compilé, si je fais ls, vous pouvez le voir, j'ai mon fichier original et j'ai le fichier bibliothèque qui s'appelle exploit.so. Alors, à ce niveau, on est dans les bons. Alors, pour l'exploiter, ça sera très vite, ok, vous allez le remarquer, je vais directement faire sudo, la commande sudo
L2, je vais charger ma bibliothèque, ok, en utilisant mon variable d'environnement personnalisé qui est le LD preload. Je vais directement le copier, hein. Le LD preload, ok. Voilà. Et puis voilà, je vais aller maintenant chercher égal. Je vais aller chercher mon fichier, ok, bibliothèque à laquelle j'ai à injecter du code malveillant. C'est sur ces chemins, c'est sur mon chemin courant, ok. Je dois normalement l'écrire en entièreté. Voilà, c'est ces chemins-là sur le dossier de cet utilisateur. Voilà, je vais carrément le copier. Ok, et puis c'est le fichier qui me concerne, c'est le fichier exploit, c'est mon fichier que je venais de créer tout à l'heure, exploit.so, espace, directement le commande à laquelle je suis censé exécuter comme étant administrateur ou root. Je peux directement le copier, hein, pour être beaucoup plus souple, éviter les erreurs. Voilà, une fois la commande est exécutée, comme vous pouvez le remarquer, on est directement passé de notre utilisateur à root. Ok, vous voyez à quel point c'est dangereux et facile à exploiter. Comme je vous l'ai dit toujours, mes vidéos sont à cadre éducatif. N'oubliez pas de vous abonner et de liker pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt. Merci.